Voilà, je me présente. Voilà, je m'appelle Marie Wichmans et je suis conseillère au cabinet de la ministre de l'Éducation et plus particulièrement au sein de la cellule École et Société. Et je suis également en charge de la mise en œuvre du projet relatif au renforcement de la langue d'apprentissage prévu dans le pacte pour un enseignement d'excellence. Et ce projet de renforcement de la langue d'apprentissage a donné lieu au décret du 7 février 2019. Comme il a été expliqué au début de matinée, donc le décret prévoit d'une part de redéfinir un peu les publics cibles afin que les enfants primo-arrivants ou assimilés ou qui ne maîtrisent pas la langue puissent bénéficier d'un encadrement complémentaire et d'autre part d'investir des moyens supplémentaires dans des dispositifs spécifiques d'accompagnement. Dans ce projet, il est également prévu de développer des outils d'évaluation de la langue d'enseignement. Et c'est un peu une première en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque des outils ont été spécifiquement créés pour cette évaluation de la langue de l'enseignement. D'ailleurs, la circulaire 72-75 du 23 août 2019 reprend l'ensemble de ces outils, un guide de passation, les fichiers résultats, et ce sont donc ces éléments que je vais vous présenter maintenant. Donc il est très très important de définir en fait l'objectif et la finalité de ces outils, puisque la finalité est vraiment d'objectiver l'octroi de périodes supplémentaires aux établissements scolaires en fonction du nombre d'élèves qui ont besoin d'un renforcement en français. C'est-à-dire qu'il s'agit d'évaluer si l'élève peut comprendre les consignes scolaires et dès lors s'il est à même de pouvoir s'adapter de manière autonome aux apprentissages qui sont disposés en classe. Il est vraiment très très important de rappeler que cet outil ne va pas déterminer le niveau en français d'un élève. Cet outil ne va pas vous dire que cet élève est A1, B2 ou A2. Non, c'est un outil qui va vous dire que cet enfant peut bénéficier de moyens complémentaires. Ce n'est pas non plus un outil de diagnostic de compétences langagières, c'est-à-dire c'est pas un outil qui va vous dire ah mais cet élève a besoin d'un renforcement grammatical ou cet élève a besoin de renforcement en conjugaison. Je veux dire, c'est vraiment un outil qui a pour simple objectif d'ouvrir, j'allais dire, l'octroi aux périodes. De facto, cet outil ne peut pas être utilisé comme un outil de maintien en troisième maternelle. Ça n'a pas été construit dans ce but-là et n'a pas à être utilisé pour cette fonction, ni d'orientation vers l'enseignement spécialisé. Il est hors de question de retrouver dans un dossier d'orientation vers l'enseignement spécialisé l'outil d'évaluation. Ça n'a pas été de nouveau construit dans ce but-là. C'est vraiment de pouvoir déclencher les moyens. Alors, on a eu la volonté de pouvoir créer ces outils puisque, je pense que vous en doutez, il y avait des élèves qui ne pouvaient bénéficier de soutien, ne pouvaient pas bénéficier de dispositifs comme les DASPA parce qu'ils étaient de nationalité portugaise et que par conséquent ils ne rentraient pas dans la définition de primo-arrivant, alors que des Brésiliens qui parlaient la même langue qu'eux, eux y avaient droit. On avait aussi des situations où on avait des élèves qui n'étaient pas ressortissants de la liste CD de 2012, donc on parle beaucoup des enfants roms qui sont issus de pays comme la Pologne, la Bulgarie, et donc ces élèves-là, roms, qui avaient besoin d'un soutien spécifique en français, ne pouvaient pas bénéficier non plus de l'ASPA. Et de même, un élève belge scolarisé depuis toujours dans notre sein, scolarisé depuis un certain nombre d'années dans notre système éducatif, qui avait qui avait des besoins en français langue d'apprentissage, ne pouvait pas bénéficier des périodes ALE, puisqu'il fallait qu'il y ait au moins un des parents qui soit de nationalité étrangère, plus toutes sortes de conditions. Ici, c'est juste la condition, c'est juste le niveau B ou C à l'outil d'évaluation.
Donc on arrivait à des situations où on arrivait donc à des l'objectif voilà de ce décret était de pouvoir rétablir de certains nombres de situations qui pouvaient être compliquées. Et grâce à ces outils, voilà, ces élèves peuvent désormais être pris en compte dans le calcul de ces dispositifs. Au niveau de la conception donc des outils, il y a un groupe de travail qui a été mis en place au mois de juin 2018. Ce groupe de travail est composé du service général de l'inspection. C'est monsieur Jean-Luc Roland qui est dans la salle ici. Est également été composé d'un certain nombre de conseillers pédagogiques des réseaux d'enseignement, notamment monsieur Marc Ella du réseau officiel subventionné, madame Véronique Cambier du CEGEC, ainsi que madame Laetitia Barbet du réseau VBE. Et nous avons également, on s'est adjoint aussi l'expertise de Nicole Waters, peut-être que certaines la connaissent, qui est une ancienne inspectrice de l'enseignement fondamental, et ainsi que, bien sûr, de l'Université de Liège. Donc, il était important qu'on ait une expertise universitaire, en tout cas un accompagnement par une université pour la construction de ces outils. Et donc ces outils ont été, les travaux ont commencé en juin 2018 et se sont finalisés tout récemment puisque les outils ont été publiés vendredi. Donc ces outils ont été vraiment élaborés par rapport au descripteur des niveaux de compétences engagères du cadre européen de référence pour les langues et plus particulièrement sur le niveau B1 qui constitue le seuil minimum à atteindre pour qu'un élève soit autonome dans ses apprentissages. C'est-à-dire que les outils ont été construits pour que quand un élève réussit l'outil, il a atteint un seuil minimum d'autonomie dans ses apprentissages. Donc ça ne veut pas dire qu'il parle parfaitement le français, mais en tout cas, il peut suivre les activités en classe. Il comprend les consignes scolaires qui lui sont données. Et donc, ce niveau a été considéré comme un niveau minimum. Il faut au moins qu'il ait ce niveau pour comprendre les consignes de classe. Après, maintenant, si l'élève a des difficultés, malgré tout, encore des difficultés dans certaines compétences et autres, alors à ce moment-là, on peut toujours prévoir les fameux moyens, les RCD, qui seront mis en place dans le cadre du tronc commun. Donc, mais en tout cas, on a estimé que l'élève peut être autonome. Nous avons également prévu donc pour ces outils, nous avons fait évidemment plusieurs recherches avec l'Université de Liège afin de prendre en compte les différents travaux réalisés dans le cadre des outils internationaux de positionnement, de certification en français langue étrangère. On a pris en compte aussi des outils d'évaluation qui sont déjà utilisés dans les écoles, dans Fédération, en Flandre et ainsi qu'en France, puisque la France a développé un certain nombre d'outils assez conséquents dans ces différents pour les primo-arrivants entre autres et pour ces élèves qui ne maîtrisent pas la langue de scolarisation. Ces outils sont accessibles sur les différents sites des académies françaises. Nous sommes partis sur les différents types de compétences que le groupe a estimées essentielles pour pouvoir comprendre les activités de la classe. Donc une attention toute particulière a vraiment été accordée afin que les différentes tâches comprennent des éléments relatifs au français en tant que langue de communication, mais aussi au français en tant que langue de scolarisation, parce que vous pouvez très bien avoir un enfant qui va communiquer avec vous de manière tout à fait facile et assez et sans complication, mais qu'au moment de passer à l'exécution de consignes scolaires, va complètement perdre le fil et va pas du tout
comprendre ce qu'on lui demande. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait attention qu'il y ait vraiment des différentes tâches qui soient vraiment en lien avec le français langue de scolarisation et pas seulement avec la langue de communication, français comme langue de communication. Donc nous avons eu, donc par rapport aux différents outils, on a deux blocs. On a les maternelles, le deuxième et troisième, et ensuite on a les premières et deuxièmes primaires. On va là évaluer les mêmes compétences, écouter, parler en continu, parler en interaction, évidemment, avec des niveaux différents, puisque on va pas demander à un enfant de deuxième primaire les mêmes savoirs qu'un enfant de troisième maternelle. Donc tout ça a été décliné en fonction de l'âge de l'élève. Et au niveau du troisième primaire, quatrième primaire, cinquième et sixième primaire, on a de nouveau là, on a rajouté le lire et l'écrire. Même si on sait qu'en troisième primaire, le écrire n'est pas encore totalement maîtrisé. Néanmoins, pour tous les élèves, néanmoins, on a prévu quand même l'importance de pouvoir évaluer le savoir écrire pour des élèves qui ne parlent pas du français, avec des petites tâches. C'est pas non plus, on ne lui demande pas de rédiger une dissertation sur un sujet de son choix. Alors, au niveau de la méthodologie, donc comme je vous le disais, donc la première étape de juin 2018 à décembre 2018, donc le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises, afin de déterminer les compétences à évaluer et aussi déterminer le contenu des outils. Donc là, ça a été fait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de recherches, aussi de mini-testing dans certaines écoles, ce qui a été suivi par des conseils pédagogiques. Donc on a pré-testé des petites tâches, des tâches, pas des types, mais des tâches dans les écoles pour voir comment les élèves pouvaient y réagir. Ensuite, de janvier 2019 à mars 2019, on a organisé un pré-testing des outils d'évaluation dans des écoles volontaires. Donc, vous avez ici, au niveau du fondamental, on a pu pré-tester 255 élèves. Et l'objectif évidemment de ce pré-testing, c'était de pouvoir avoir une analyse une analyse qualitative et aussi une analyse scientifique des résultats que ça allait engendrer. Donc suite à ce pré-testing, on a eu une analyse qualitative, donc basée sur les observations du membre du groupe technique qui était présent au moment de la passation de ce pré-testing, les remarques des équipes pédagogiques participantes via un questionnaire, et ainsi que l'analyse des copies des élèves par le groupe technique. Ensuite, l'Université de Liège a également réalisé ce qu'on appelle une analyse psychométrique, afin de pouvoir valider ne serait-ce que la cohérence interne des outils. Alors que si vous allez me dire la cohérence interne des outils, c'était la question de savoir est-ce que les tâches proposées évaluent bien la maîtrise de la langue et pas une autre compétence. C'était de pouvoir s'assurer que les tâches qui étaient proposées reflétaient bien une non-maîtrise de la langue et non pas une mauvaise maîtrise d'un autre type de calcul, d'un autre type de compétences comme le savoir calculer ou le savoir autre. Donc ça, à ce niveau-là, c'était important de pouvoir s'assurer que l'outil permettait qu'on évalue bien les bonnes compétences. Ensuite, à partir de ces deux analyses, et ça a été vraiment le travail qui a été réalisé de mars 2019, février 2019 à juillet 2019. Donc, à partir de ces deux analyses, on a retravaillé différents aspects, non seulement, la trop grande facilité ou difficulté des tâches proposées, parce que faut pas que ce soit trop facile. On a aussi retravaillé beaucoup on a eu beaucoup de questionnements sur les seuils de réussite, puisque comme le niveau B1 étant considéré comme le seuil minimum, on s'était dit, l'outil, il faut que l'élève le réussisse. Il ne faut pas qu'il ait juste 50%, puisqu'on a déjà un seuil minimum, et si en plus on a le minimum du seuil minimum, donc on a aussi eu les discussions sur le seuil de réussite. Donc il faut réussir le test, c'est-à-dire qu'il y a
des seuils de réussite beaucoup plus élevés que 50%. On a travaillé aussi sur la durée des épreuves, la précision des consignes pour les élèves et les enseignants, la lisibilité des critères d'évaluation, l'ordre des compétences, parce que le fait de commencer par telle ou telle compétence avait un effet sur la suite de l'outil. On a essayé d'essayer de faire en sorte que les difficultés logistiques que rencontraient les enseignants, on puisse pouvoir aussi également y remédier. Et enfin, on a travaillé sur les encodages des résultats. D'ailleurs, vous pouvez toujours, par rapport à cette méthodologie et la conception des outils, j'ai également indiqué l'adresse de Madame Déborah Meunier, qui est donc la chercheuse qui nous a suivis qui nous a accompagnés durant la construction de ces outils, qui peut aussi également répondre à vos questions liées, par rapport à la, j'allais dire elle ne va pas vous répondre sur les conditions de passation des outils, mais par contre, elle va vous répondre sur comment on a opéré tel et tel choix dans les tâches ou autres. Alors, qui sont les élèves concernés par ces outils? Nous avons d'abord les élèves assimilés aux primo-arrivants, et nous avons également les élèves dits FLA dans le décret, qui sont ce qu'on appelle les élèves francophones vulnérables, ou les Belges francophones vulnérables, c'est-à-dire les élèves qui ont été scolarisés dans une autre langue que le français, qui ne comprennent pas la langue utilisée à l'école, c'est ceux qui disposent d'un vocabulaire limité, écrivent comme ils parlent, ou ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, c'est le cas, par exemple, d'un élève qui a peut-être maîtrisé la langue de communication, mais qui va rien comprendre lorsqu'on va lui demander de lire une lecture. En ce qui concerne les élèves primo-arrivants, nous avons posé le choix qui est une présomption de non-connaissance de la maîtrise de la langue. C'est-à-dire qu'on a souhaité éviter à des élèves nouvellement arrivés, qui peut-être sont totalement non alphabétisés, ou très peu, la violence d'un outil. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'optique de ne pas rendre cet outil obligatoire pour cette catégorie-là. On reste dans la définition classique qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, et donc ces élèves-là on peut très bien effectivement retrouver une élève qui parle bien le français et qui répond aux définitions de primo-arrivant, et donc dont les parents sont d'accord qu'ils soient inscrits dans un ASPA et qu'elle puisse bénéficier des moyens d'ASPA. Donc ça, oui, c'est vraiment une possibilité. Un enfant qui vient de Côte d'Ivoire ou un enfant qui vient de la République démocratique du Congo, puis il peut bénéficier des moyens d'ASPA même s'il parle le français. Maintenant, à l'autonomie des établissements scolaires d'adapter son dispositif par rapport à ses compétences. Je veux dire, c'est sûr que c'est un enfant qui peut qui pourrait fréquenter rapidement sa classe d'âge. Parce que aussi le LASPA nous poursuit aussi l'objectif d'intégration scolaire optimale. Donc il ne s'agit pas juste de l'apprentissage intensif du français, c'est son objectif premier, mais il faut aussi que ces élèves acquièrent des compétences dans d'autres matières. Donc voilà. Donc comme je disais, comme ça a été, donc ces outils peuvent être passés toute l'année, évidemment plus particulièrement avant les dates de comptage, qui sont donc le 30 septembre ou le 15 janvier pour les élèves assimilés. Alors, qui fait passer l'outil d'évaluation? Donc le passage de l'outil d'évaluation est laissé à l'autonomie des chefs d'établissement et de l'équipe éducative. Donc là, c'est vraiment, on laisse vraiment l'autonomie, par exemple, aux enseignants via leur observation de leur classe, des élèves, de voir un petit peu quels sont les élèves qu'ils trouvent qu'il y aurait des difficultés d'apprentissage et qui auraient peut-être besoin d'un renforcement. Donc ça, c'est vraiment l'équipe éducative qui a une autonomie par rapport au choix, j'allais dire, des élèves qui passent l'outil. Il est juste très très important, et ça c'est vraiment un point
indispensable, c'est que les outils puissent être concertés en équipe. Je crois que c'est important que les outils soient lus dans leur intégralité par les enseignants, que les enseignants se les approprient en concertation, car c'est vraiment un enseignant qui découvre le test, l'outil en même temps que l'élève, ça ne va pas marcher. Donc, il faut aussi envisager qu'il faut au moins demander l'équipe éducative présente, un enseignant qui administre l'évaluation et l'autre qui note les points obtenus pour chaque tâche. Ça, c'est vraiment en concertation d'équipe. C'est que vous voyez comment vous pouvez aborder cet outil. Ça peut être, vous pouvez décider que ce soit 2 enseignants, vous pouvez décider que ce soit un enseignant et le directeur. Ça, c'est vraiment votre liberté par rapport à l'outil, aux prestations de l'outil. Voilà. Est-ce que je peux peut-être passer à si vous avez déjà quelques questions, ou alors peut-être sinon je continue et je ne sais pas si au niveau de la salle, il y a des questions au niveau du. Il n'y a pas de questions. Ok, voilà, on va continuer alors. Il y a des questions dans la salle. Voilà. Est-ce que les 2 membres de l'équipe éducative doivent être les mêmes pour la passation de tous les tests des enfants des informations? Non. D'accord. C'est obligatoire? C'est souhaité, je préfère, c'est souhaité, c'est une consigne, c'est souhaité. Maintenant, je préfère rendre obligatoire, entre guillemets, la concertation en équipe par rapport à l'appréhension de ce test et laisser à la liberté au niveau de la passation par la suite. Si vous voulez un point d'importance, c'est d'abord la concertation. Voilà, après que vous fassiez passer le test avec 1 ou 2 personnes, ça je vous laisse libre, c'est recommandé 2, ce n'est pas obligatoire. Il y avait notamment, si je peux me permettre, pourquoi 2, notamment dans la remarque, celui qui prend note des points obtenus. On a remarqué lors des testings que quand c'était un enseignant qui notait les résultats en même temps qu'il questionnait l'enfant n'est pas stupide. 1 ou 0, il reconnaît. Et donc, on avait des petits jeunes qui se sentaient en situation d'échec parce qu'ils voyaient que l'enseignant indiquait 0. Or, ce 0, il était positif pour l'épreuve, puisqu'il faut... En fait, c'est une relation schizophrénique que l'on a avec l'évaluation ici. C'est assez particulier. Mais l'enfant, il ne comprend pas ça. Et il voit un 0 qui apparaît. Tandis que quand on a une personne légèrement rentrée qui indique le 1 ou 0 au crayon ou au caisse, c'est plus facile. On ne veut pas que l'enfant se sente en situation d'échec, c'est pas l'objectif. Mais voilà, il y a ce risque. D'où l'intérêt notamment. Et puis l'esprit critique et également le fait d'être à 2, dans certains cas, c'est parfois plus évident. Oui. Si je peux rajouter par expérience dans quelques tests, le fait d'être à 2 facilite les choses. L'enseignant qui est face à l'enfant ne s'occupe que de la conversation, tandis que celui qui est en retrait à la grille critériée, dans laquelle il faut quand même rentrer tout l'importance de la concertation préalable, et peut alors être très attentif aux critères que l'on attend. Il est très difficile d'en même temps parler avec un enfant, questionner et repérer les différents critères. Tiens, à ce moment-là, ce critère est apparu ou pas. Voilà pourquoi 2 sont souhaités. Merci. Attendez, il faut faire passer le micro, s'il vous plaît. Voilà, qu'en est-il de la vérification des résultats? Oui, j'aborderai le point par la suite, un peu plus tard, pas dans la suite, d'ici une dizaine de minutes. Ok.
Donc je fais un petit, voilà, je sais pas si on voit bien malheureusement au niveau de la salle. Donc vous avez, mais bon voilà, les outils ont été publiés, hein, donc vous pouvez dès cet après-midi si vous feuilletez pouvoir les feuilleter et les regarder. Donc voilà, donc on a présenté, donc voilà, j'ai pris un exemple, le troisième et quatrième primaire. Donc vous avez un document, ça se présente comme ci, vous avez un document élève qui reprend un petit peu les différentes tâches. Si je reprends ici. Donc la première partie, donc l'entête, ce sont évidemment à remplir par l'enseignant. Donc c'est les informations que justement dans le cadre du service de la vérification, le vérificateur vérifiera la complétude du cadre qui se trouve en première page. Ensuite, vous avez, voilà, si je prends le troisième et quatrième primaire, vous avez déjà à la tâche 1, on va demander à l'élève de remplir son nom, prénom. Donc c'est déjà là, on va déjà évaluer s'il comprend la question, s'il comprend qu'il doit mettre son nom et prénom. On va évaluer son écriture, enfin son savoir écrire, pour savoir s'il sait écrire son prénom. Et s'il a écouté la consigne. On va ensuite avoir, vous avez différentes ensuite en tâche 2 et 3, ben voilà, là on est vraiment sur des consignes scolaires, donc où il va devoir reproduire ce que son enseignant va lui demander. Ensuite, on a de la compréhension aussi à l'aide du savoir lire avec un texte qu'il va devoir lire et répondre à des questions pour savoir s'il comprend. Et enfin, on a une partie savoir parler où l'élève va devoir, en fonction des différentes images, essayer de pouvoir raconter ce que s'inspirent ces images. Alors on a eu beaucoup de débats au sein du groupe de travail puisqu'on s'était dit, et c'est pour ça que je vous dis les images sont importantes parce qu'on n'a pas pris des images comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de travail sur ces images, de savoir qu'est-ce qui peut faire parler ces enfants, puisqu'on peut très bien avoir des enfants qui parlent bien le français, mais qui ne se trouvent pas inspirés par ces images et qu'aucune idée leur vienne. Donc ça a été testé, pré-testé et retesté dans différentes classes et différents établissements afin de pouvoir essayer de construire des images qui parlent aux élèves pour qu'ils puissent alors à ce moment-là partir de ces images et les travailler. Et ensuite on a toute une partie sur le savoir écrire ou une compréhension d'informations et le fait de pouvoir retranscrire les informations qui sont demandées. Nous avons également mis dans le test des élèves les deux grilles savoir parler et savoir écrire qui sont utilisées pour l'évaluation. Ces deux grilles, en fait, sont pour l'enseignant, c'est-à-dire comme ça, chaque enseignant dispose d'une grille par élève et ne doit pas alors à ce moment-là imprimer 25 documents enseignants. Il imprime une fois le document enseignant et il aura les grilles d'évaluation dans le document élève. Donc, pour le document enseignant, que contient le document enseignant? Le document enseignant va contenir des informations sur les conditions de passation, va contenir le corrigé des épreuves et va également contenir, et c'est ça qui est intéressant, enfin vous allez me dire, vous avez peut-être connu ça avec le CEB, mais voilà, va contenir également des exemples de production écrite, ainsi que des exemples de justification de grille d'évaluation. Comme ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui relève qu'est-ce qui pourrait, le 0 et le 1, voilà, qu'est-ce qui fait balancer, d'un côté ça va être 0, de l'autre côté ça va être 1, donc vous avez dans le document enseignant des exemples pour vous dire, voilà, ça vaut 1 point, ça vaut 0 point, etc. Donc ça vous permet de un peu vous aiguiller. Donc de nouveau, d'où l'importance de vous concerter en équipe par rapport à ces outils.
en concertation avec vos collègues pour bien appréhender ces outils. Donc ensuite nous avons créé un guide de passation dans lequel de nouveau on va reprendre les modalités de passation, la durée des tâches et les modalités d'encodage et d'envoi de résultats. Donc à ce niveau-là, on a mis en place de nouveau, je ne sais pas si ça se voit bien, mais une grille, un fichier résultat dans lequel vous voyez, donc vous avez le numéro phase de l'établissement, le numéro phase de l'implantation, la date de passation. Il est important que vous indiquiez l'année d'études. Avant de commencer le test, mettez l'année d'études, enfin en tout cas l'année d'études, c'est-à-dire potentiellement où ces élèves pourraient être inscrits. Après vous pouvez le mettre par la suite en P3 ou en P4, je veux dire, mais c'est pour avoir une indication par rapport à l'outil, l'identifiant, la date de naissance, la nationalité, et alors vous avez la colonne niveau obtenu. Il faut savoir que lorsque vous allez vous avez donc A1, B1, B2, B3, donc vous allez retrouver ces petits codes dans l'outil. Donc il suffit de remplir 0 ou 1, où il n'y a pas d'autres possibilités. Et au bout d'un moment, vous allez avoir, le niveau va se calculer automatiquement. Donc vous n'avez pas de comptabilisation à faire, le niveau va se mettre automatiquement soit A, soit B, soit C. Pourquoi? Parce qu'on a prévu des pondérations différentes en fonction des tâches. Faut pas que ce soit, parce qu'il y a des tâches qui sont entre guillemets plus importantes que d'autres. Donc donc il faut remplir ces fichiers pour avoir le niveau obtenu. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez encoder dans Ciel, pour avoir les moyens supplémentaires, voilà, vous reprenez le niveau obtenu A, B ou C et vous l'indiquez également sur la page de garde ici, il y a un niveau obtenu A, B ou C, vous entourez le niveau obtenu sur l'outil, puisque au moment de la vérification, voilà, le vérificateur va vérifier si effectivement c'est bien l'élève qui a fait le test, et quel est le niveau qu'il a obtenu. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre fichier, donc vous pouvez remplir votre fichier, par exemple, vous pouvez très bien remplir votre fichier en mettant du P3, du P4, j'ai pas besoin d'avoir un fichier par année, j'ai besoin d'un fichier par outil, et ensuite vous pouvez alors à ce moment-là l'envoyer à une adresse générique qui est daspafla@cw.be, mais ce sera utilisé dans le cadre d'un monitoring. Donc moi le plus important c'est que le niveau apparaisse et que ce niveau soit repris et que vous l'encodez dans Ciel. Après, vous envoyez le fichier par la suite, une fois qu'il est clôturé. C'est pour nous, pour des statistiques, etc., de voir un petit peu quels sont le nombre d'élèves qui sont en communauté française, qui ne maîtrisent pas la langue. Enfin, tout ça, c'est pour le pilotage du système éducatif, c'est assez important d'avoir ces données. Mais ça n'a aucun impact, ça ne va pas être poursuivi si vous ne me l'envoyez pas. Mais voilà. Avant que tu poursuives, il y a une petite question d'un spectateur qui demande ce que c'est la colonne identifiant. Oui, ça va. En fait, c'est un numéro que nous allons anonymiser. Il faut qu'on anonymise par la suite les données. Donc, les noms et prénoms, nous, au moment où on va traiter les données, ne vont plus apparaître. Donc, si vous me mettez comme identifiant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est très bien. J'ai pas besoin de... Après, l'ordinateur va compiler toutes ces données et donner un numéro spécifique à cet élève-là. Donc, c'est pas très... voilà, si vous me remettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça suffit. Il y a une ligne avec des codes. C'est une bonne question. Vous pouvez bien répéter la question un peu plus fort. Dans cette fiche Excel, qui est déjà, comme vous avez dit, il y a un code qui calcule le niveau.
Vous avez prévu combien de lignes ces formules sont encodées? Normalement, il y a tout le fichier est prévu pour c'est limité. Maintenant, si vous voyez que ça bloque, n'hésitez pas à enregistrer le premier fichier et aller en chercher un autre sur enseignement.be. Voilà. Mais logiquement, on a prévu que tout le fichier soit 1520 lignes. Dans un premier acte. 1520 lignes. C'est dans une jeune Ça devrait aller. Donc, on a prévu également, que n'hésitez pas lorsque vous prenez en ligne lorsque vous faites une concertation, vous avez des questions, il y a des questions qui se posent lors de la première fois, vous faites passer un test, vous vous rendez compte qu'il y a des questions qui restent en suspens ou autre, n'hésitez pas, à prendre contact avec l'inspection, monsieur Jean-Luc Roland et monsieur Jean-Luc Cornia. Il y a un U qui s'est rajouté, monsieur Cornia. Inspecteurs qui sont à votre disposition pour répondre à ces questions liées vraiment aux conditions de passation et aux grilles de correction. Les grilles de correction sont les fameuses grilles d'évaluation. Donc, ce sont ces fameuses grilles. Je vais y arriver. Voilà, c'est ces fameuses grilles-là. Donc, si jamais vous avez des questions au niveau de la compréhension de ces grilles d'évaluation, n'hésitez pas à prendre contact avec l'inspection. Donc, je vais remettre. Voilà, donc j'ai fini. Enfin, en tout cas, pour les outils d'évaluation, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Le temps que le micro arrive chez vous, j'ai une question de la salle. Quand peut-on faire passer des tests? 2 enseignants au moins doivent être présents. Quid de leur classe pendant ce temps-là? Si les tests sont organisés durant les périodes de concertation des enseignants, les élèves ne sont en principe pas présents. Comment procéder? Alors, au niveau peut-être que je me suis mal exprimée, c'est pas au moment des concertations qu'il faut passer le test. Enfin, l'outil, c'est peut-être au moment des concertations que l'équipe éducative peut s'approprier les outils et déterminer, la procédure qu'il veut mettre en place pour faciliter la passation de ces outils. Ça, c'est la liberté. Vous êtes pris confiance par rapport à voilà. Plus de toutes les questions. Donc, quid de leur classe pendant ce temps-là? Quand peut-on faire passer les tests? Alors, au niveau de quand, comme je l'ai dit, ces outils peuvent passer toute l'année. Maintenant, effectivement, vous allez privilégier, j'imagine, les périodes avant les dates de comptage. Voilà. Donc, mais sinon, ces outils peuvent très bien être passés toute l'année et vous pouvez même envisager de faire passer une première partie d'élèves pour la date du comptage du 30 septembre et puis de voir des élèves. Vous avez plutôt un doute, ou alors des élèves que vous ne soupçonniez pas en début d'année, qui avaient des difficultés, et que ces difficultés, vous les retrouvez au mois de janvier, elles apparaissent plus tard, au mois de janvier ou au mois de février. Alors à ce moment-là, vous pouvez très bien passer l'outil. Ces élèves seront seulement comptabilisés à la prochaine date de comptage. Et au niveau de quid des classes pendant que les enseignants puissent faire passer l'outil, je pense que de nouveau l'important c'est de pouvoir concerter en équipe, de savoir comment vous allez organiser les passations d'outils. Ça peut se faire au moment de l'inscription, ça peut se faire ça c'est une certaine liberté d'action par rapport à ça. Bon, j'ai une question par rapport à la nature du test. Vous avez spécifié tout à l'heure qu'effectivement c'était un test qui n'était aucunement destiné à pouvoir évaluer le niveau des enfants.
Or, il est évident que pour les professeurs qui seront chargés de donner ces périodes, ils auront à un moment besoin d'avoir, de connaître le niveau des élèves qu'ils auront en phase 2 pour pouvoir être efficaces. Sachant que beaucoup de ces professeurs ne sont pas forcément forcés à donner des cours de français de langue d'apprentissage, je vous pose la question de savoir si vous envisagez de mettre à disposition des tests de niveau. Alors, à ce niveau-là, donc comme la ministre l'a dit, le décret n'est pas un aboutissement, hein, ni une fin en soi. On sait très bien qu'il y a un manque criant au niveau des enseignants, au niveau des formations, au niveau des outils, d'avoir des outils, des outils diagnostiques. Je crois que c'est ça qui est aussi très important. Donc ça, c'est la deuxième étape du projet. C'est sûr que c'était difficile de pouvoir travailler sur les deux parties en même temps. Et donc, oui, effectivement, c'est un des objectifs du projet, justement, de renforcement de la langue d'apprentissage qui est il est dans le pacte, hein, il est dans l'avis numéro 3. Vous pouvez voir que donc il y a toute une partie sur le décret, mais également une partie sur le renforcement des outils du diagnostic. Ça ne se fera pas en un jour, hein, ça ne se fera pas. Je crois que là, la prochaine étape sur laquelle on va travailler ardemment, c'est sur la formation continuée, de pouvoir au 1er septembre 2020 proposer des formations continuées qui aussi bien non aussi bien à l'IFC que dans les formations réseau, qui permettent voilà aux enseignants d'appréhender toutes ces questions. Je ne sais pas si la question par rapport aux vérifications, si ça a plus ou moins répondu. Oui, pas vraiment. Bon, loin de moi de vouloir passer pour un risqueur, ce serait pas propos, mais je prends quand même, j'ai devant moi les épreuves de maternelle et de P1, P2 qui sont quand même exclusivement basées sur le savoir-parler et savoir-écouter. Comment va-t-on faire? Je vais prendre l'enjeu quand même, parce qu'on joue sur des périodes et de l'encadrement scolaire. Je voudrais savoir quelle vérification externe risque-t-on d'avoir par rapport à des épreuves qui, si je prends les indicateurs du savoir-parler, ils sont quand même assez subjectifs. D'éventuelles erreurs de syntaxe ou de prononciation ne font pas obstacle à la compréhension du message. Qu'est-ce qui empêche l'enseignant de mettre le nom en fonction du besoin de l'école? Donc voilà, je ne sais pas. Alors, on se base sur l'honnêteté de tout le monde, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le fais. Je trouve qu'ici, on joue quand même sur de l'emploi, sur l'encadrement d'élèves. Donc c'est quand même assez important de savoir quels sont les critères après, qui va permettre à un vérificateur qui a un rôle beaucoup plus administratif et moins pédagogique, qui va être appelé dans une école et qui va simplement acter que le petit A ou le petit B ou le petit C est encodé sur le document. Alors, donc, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'on prend l'optique de faire confiance aux équipes éducatives. Enfin, ça va peut-être nous, mais je veux dire, on veut une confiance au niveau des équipes éducatives. C'est-à-dire qu'on fait un pari sur le fait qu'on donne, enfin, on veut être partir sur la confiance aux équipes éducatives. Après, par rapport à la vérification des outils, c'est sûr que ce que va faire un vérificateur, c'est de voir si c'est l'élève qui a répondu et pas l'enseignant. Ça va se limiter à ça. Je veux dire, il va pas aller évaluer si l'élève, effectivement, en savoir parler, il a un volume suffisant pour permettre la compréhension du message. Ça, c'est l'enseignant qui fait passer l'outil, qui dans la confiance qu'on fait à l'enseignant, qui va répondre oui ou non. Si l'enseignant a envie d'avoir des moyens supplémentaires, voilà, si on joue comme ça, alors à ce moment-là, on retourne vers des contrôles, on retourne vers on enverra l'inspection. Maintenant, on peut voir si jamais on voit qu'il y a fraude ou tricherie, alors à ce moment-là, oui, il y aura l'inspection qui arrivera dans l'établissement scolaire. Mais voilà, sur base, le vérificateur, il va pas faire du pédagogique. Ça, c'est sûr. Il va pas interroger l'enfant. On a une question
d'un spectateur, enfin, d'une spectatrice qui demande s'il est préférable de faire passer le test à tout le monde. Autonomie. Vous faites, c'est à vous de savoir. C'est vous qui avez les élèves devant vous. C'est vous qui décidez ou pas, si c'est nécessaire ou pas, de passer l'outil à l'ensemble de la classe. Ça, c'est liberté pédagogique des établissements scolaires. On n'a pas voulu imposer ça et on n'a pas voulu. C'est à vous de. C'est vous qui avez les élèves, c'est vous qui voyez leurs difficultés. Vous présentez ces outils comme des outils qui ne servent pas à diagnostiquer, des outils qui ne servent pas au dossier de l'élève ou au terme pédagogique, des outils qui servent juste administrativement à dire et faire n'est pas fait. Mais ça reste quand même un indicateur. Alors, à ce niveau-là, ça reste un outil, hein, donc c'est-à-dire qu'il peut être. Une troisième classique et une troisième immersion. Un enfant est inscrit en deuxième primaire chez nous et il bénéficie du FLA, première année. Il est tiré au sort en immersion en troisième année. Il ne peut plus bénéficier du FLA la deuxième année. C'était ça la question. Ah oui, pardon, c'est parce que je voyais. Non, la réponse est non. Je peux peut-être faire, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais faire juste un petit, enfin, est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais que les évaluations de P5 et de P6 sont les mêmes, de toute façon. Oui. P3, P4, oui. Oui, c'est juste qu'on il y a juste le seuil de réussite qui est un peu différent. La pondération des tâches est un petit peu différente aussi. C'est pour ça qu'il est important d'encoder l'année d'études, puisque automatiquement, la pondération va se modifier un petit peu. Je peux peut-être faire quelques mots sur les. Je veux pas je vous rends malade juste avant de manger, mais sur les titres et fonctions. Donc juste pour rappeler, donc comme on a un petit peu élaboré, discuté au début de matinée, donc effectivement les périodes qui vont être octroyées peuvent être attribuées à des fonctions de la catégorie de personnel enseignant ou directeur. Donc, on va retrouver des instituteurs maternels, des instituteurs primaires et des maîtres. On va retrouver également, comme je vous disais au début, que des élèves que la fonction d'instituteur d'enseignement maternel puisse exercer également dans l'enseignement maternel et vice-versa en fonction de si vous avez des élèves en maternelle ou par rapport à la construction de vos horaires, vous pouvez très bien donner des heures maternelles à un enseignant primaire qui a le titre requis pour être enseignant dans le primaire. Ça devient un titre requis. Ouais. Et un titre applicant. Ah bah là, je suis en contact. Peut-être la question, oui. Donc, comme je disais que l'instituteur primaire qui reçoit des heures dans les maternelles, il peut être à ce moment-là considéré comme titre requis. Donc, on a adapté évidemment, logiquement j'espère, les différentes primo web. J'ai modifié le décret titre et fonction pour intégrer ça. Donc administrativement, je pense que l'application PrimoWeb sera adaptée. Mais la fonction FLA n'existe pas au fond. Non, la fonction FLA n'existe pas. Comment fait-on pour un institut maternel en primaire ou un institut primaire en maternelle, oui. Administrativement parlant, s'il n'y a pas une fonction FLA? On l'engage comment? Soit vous l'engagez comme enseignement maternel, soit comme enseignant primaire. Oui, mais donc si j'engage un enseignant maternel en primaire aujourd'hui, il n'a pas le salaire d'un enseignant primaire, puisqu'il n'a pas le titre requis. Il a un titre suffisant. Si, je pense que cette question-là, précisément, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais je pense que va nous rejoindre pour le temps de midi monsieur Jean-Yves Housten, qui travaille au titre fonction, qui pourra répondre. Sinon, on peut toujours envoyer votre question à monsieur Housten. Ouais.
Peut-être, je ferai peut-être aussi une petite remarque par rapport, on a aussi fait reconnaître ce qu'on appelle des compétences particulières, c'est-à-dire l'article 35 du décret du 11 avril 2014 prévoit qu'un membre du personnel exerçant sa fonction dans ce cadre du décret et qui est porteur de compétences particulières peut être engagé ou recruté en dérogeant aux règles de priorisation et au recrutement, ainsi qu'aux dispositions en matière de disponibilité et réaffectation. Ça veut dire que un pouvoir organisateur qui ouvre un ASPA va pouvoir recruter un porteur de titre de catégorie inférieure sans devoir consulter l'application PrimoWeb à partir du moment où il a cette compétence particulière. On va peut-être aussi avoir un membre du personnel engagé à titre temporaire, en cas de réaffectation, il ne sera pas dans l'obligation de céder son emploi, puisqu'il a la compétence particulière pour enseigner en DASPA ou dans un dispositif d'accompagnement FLA. Et donc, on a fait reconnaître, d'ailleurs, elles sont reprises dans la circulaire, toute une série de formations. Donc, vos enseignants qui se sont formés pendant toutes ces années vont pouvoir être protégés dans leur emploi parce qu'ils ont acquis une compétence particulière. Mais même chose pour les enseignants qui devront se former, puisqu'on a prévu également la possibilité que ces enseignants doivent se former à un moment ou à un autre. Ça, donc il y a toute une série de formations continuées qui sont actuellement, qui existent déjà. Et l'objectif là pour le 1er septembre 2020, c'est de pouvoir offrir aux enseignants des modules de formation. On travaille à ce niveau-là avec l'IFC et les différentes organes de formation des réseaux pour pouvoir compléter l'offre de formation déjà existante. Et l'objectif, évidemment, à moyen terme, on va dire ça comme ça, c'est que dans le cadre de la formation initiale, ces enseignants puissent avoir ces formations, c'est-à-dire l'objectif là pour l'instant en formation initiale, c'est que tous les enseignants, je dis bien tous les enseignants, vont recevoir 30 crédits, je pense, en français langue de scolarisation. Donc que ce soit le prof de calcul ou le prof de mathématiques ou même le prof d'éducation physique ou autre, dans sa formation initiale, recevra une formation dédiée au français langue de scolarisation. Ensuite, après, il y aura possibilité pour les enseignants qui veulent se former plus spécifiquement en français langue étrangère, où là on est dans plus des DASPA et plus des élèves qui sont totalement qui ne maîtrisent absolument pas la langue, qui ont besoin d'un soutien spécifique plus renforcé. Là à ce moment-là, ils ont toujours possibilité de se former au FLE dans le cadre des différentes options qui seront mis en œuvre. Donc logiquement, à moyen terme, ces compétences particulières seront intégrées dans la formation initiale des enseignants. Les enseignants qui sont actuellement dans le DASPA. Donc, par exemple, vous avez deux types d'enseignants. Oui, celui qui n'a pas du tout qui n'a pas suivi de formation, oui, il devra se former. Voilà. Oui. Non, pas l'expérience utile. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils sont là-dedans. Voilà, oui, mais peut-être ça fait 10, 15 ans qu'ils sont là-dedans, mais peut-être que ça fait 10, 15 ans qu'ils ont peut-être pas la bonne manière de faire ou la bonne manière d'enseigner. On a aussi non, mais je peux le mettre les pieds dans le plat. On a des DASPA ou même des périodes ALE et c'est pas de nouveau une critique, hein, c'est pas négatif, mais qui pensent bien faire, c'est ça que je veux dire, qui pensent qu'ils peuvent bien, qu'ils font bien comme il faut, mais on a des rapports de l'inspection qui montrent qu'il y a aussi que quand on pense bien faire, parfois on fait très très mal. Et donc, c'est ça, c'est tout le travail qui vont être développés par les conseillers pédagogiques, par l'inspection, de pouvoir justement aiguiller les enseignants dans leur pratique éducative et de pouvoir effectivement leur donner des formations ou qui vont pouvoir également nourrir leur réflexion face à ces élèves-là. Voilà. Comment savoir si
Comment savoir si les formations qu'ils ont suivies sont reconnues et dans le circulaire, il y a toutes les. Vous connaissez Jean-Gauthier Evans, ça fait au moins 15 ans qu'il est dans notre DASPA avec 2 autres titulaires. Ils sont 3, ils ont fait des formations, ils en donnent eux-mêmes, ils en donnent des CTT, et maintenant on va leur demander d'aller s'aider pour rester dans le DASPA. Non, c'est pas ça. On a fait reconnaître ces formations, c'est-à-dire qu'ils doivent plus former. C'est bon, ils sont reconnus. Ici, dans le cadre de la rentrée au mois de septembre, donc imaginons, ce sera le cas de figure, j'ai 2 jeunes enseignants qui viennent de sortir de l'école normale, qui débarquent à l'école avec un diplôme FLE. Est-ce que je dois leur donner la priorité pour les classes d'ASPA et remédiation, alors que j'ai des personnes compétentes qui pratiquent dans les classes d'ASPA et dans l'adaptation à la langue depuis 20 ans, et qui sont compétents et elles n'ont pas les titres qu'il faut. Qu'est-ce que je fais? Pour cette question-là, je vous invite à envoyer un mail à monsieur, et pour ce cas spécifique-là, je préfère que ce soit le spécialiste des titres et fonctions qui réponde, donc au niveau des compétences en particulier, au niveau de parce que le décret titres et fonctions s'applique, on a juste prévu cette reconnaissance des compétences pour protéger quand même un petit peu les enseignants qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui se sont formés. Donc par rapport à votre cas que vous décrivez, il va y avoir un temps quand même d'adaptation pour les l'opportunité de travailler dans la remédiation. Il faut poser votre question au spécialiste des titres et fonctions qui sera là tantôt. Je suis toujours au niveau, alors c'est au niveau de la DASPA, parce que quand je vois le document, au niveau de la DASPA, c'est bien master en langue, enfin bref, c'est enseignement de type universitaire ou école. Et vous avez également. Non, et quand je vois, après, là, ok, le reste est d'accord pour ça. Donc pour la DASPA, il faut le titre universitaire ou école. C'est la colonne compétences pédagogiques adaptées pour les dispositifs d'accueil de scolarisation, c'est la même colonne pour tous. Je sais pas comment c'est la même, les intitulés de formation qui sont indiqués sont pour aussi la DASPA. Il y a une question d'une spectatrice qui demande s'il y a des formations spécifiques dans le catalogue IFC pour le DASPA. Alors oui, actuellement, il y a des formations qui existent et l'objectif, c'est de pouvoir les améliorer pour le 1er septembre 2020. Bon, à l'heure actuelle, moi, j'ai des enseignants primaires qui n'ont pas encore de formation, ni FLE, ni FLY. Donc, on peut les engager quand même au mois de septembre pour donner cette période-là, parce qu'il y a une période de transition. On va laisser cette formation, sera reconnue et certifiée pour... Oui. Et la formation se donne déjà cette année? Oui. D'accord. Il y aura assez de place? Je suppose qu'ils vont devoir dédoubler et tripler. Donc, mais ça va. Donc, on a quand même une dérogation pour cette année. Oui. Ok, merci. Je suis directeur à FOSEL, donc je peux en parler. Donc, il y a dans notre catalogue, il va y avoir 2 types de formations. Il y a une formation de FLE, de français langue étrangère. Donc, on va vraiment parler des pratiques, de la manière d'enseigner vraiment une langue étrangère, qui aura lieu dans le cadre de notre quinzaine au mois de novembre. Il y aura 2 sessions de 2 jours. Donc, ça, c'est avec une spécialiste qui vient de France et super formation. Et il y a un autre dispositif qu'on est en train de finaliser avec le secondaire pour une formation avec des spécificités évidemment du fondamental et du secondaire à certains moments, où il y aura des modules qui répondront à plusieurs questions. La première, qu'est-ce qu'un primo-arrivant? Deuxièmement, quelle est la posture d'un enseignant par rapport à ces primo-arrivants? Moi, en tant qu'enseignant, comment est-ce que je dois me positionner pour enseigner? Un troisième module qui sera destiné à un travail sur la langue et construire des outils qui peuvent être utilisés en classe avec ces enfants. Et quatrièmement, on abordera la notion d'alphabétisation. Donc, ceci pour ceux qui ont les catalogues FOSEL, il y avait un encart qui était dans le catalogue avec des dates qui n'étaient pas encore prévues, puisque le catalogue du secondaire n'est pas le même que le nôtre et leur calendrier n'est pas le même non plus, mais ça va être spécifié dans les semaines qui viennent. Donc voilà, au niveau de la FOSEL, il y a ces 2 formations qui existent
Et pour le moment, il y a encore place, j'ai entendu, forcément pour la deuxième, puisque c'est pas encore officialisé, mais pour l'autre, il y a encore de la place. Pour celle sur le fleuve, en novembre. Voilà. Est-ce que on peut, il est 12h53, est-ce qu'on peut clôturer les présentations ou est-ce que vous avez encore des questions? Alors, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne. Merci beaucoup pour vos questions, merci de votre participation. On est désolé pour les petites coupures qui ont eu lieu. On va essayer d'y remédier pour la prochaine fois.